après avoir fait une vidéo sur les 10 meilleurs attaquants, gardiens et défenseurs d'Inazuma Eleven, c'est aujourd'hui qu'on va enfin finir cette série qui dure depuis plus de 2 ans maintenant, avec la vidéo des 10 meilleurs milieux de la licence. Sachez que cette fois-ci, le classement a été encore plus dur à faire que pour les autres vidéos, car le milieu de terrain est un poste très complet, et donc j'ai eu beaucoup plus de paramètres à prendre en compte que par exemple pour les attaquants et les défenseurs. Maintenant que cela est dit, je vais vous expliquer les critères sur lesquels je me suis basé pour la vidéo. Donc bien évidemment, il y a toujours les super techniques qu'ils possèdent, comme sur toutes les autres vidéos. Il y a aussi leur style de jeu, c'est-à-dire leur capacité offensive et défensive, par exemple les dribbles, les passes, etc. J'ai aussi pris en compte les capacités de leadership, donc tout ce qui va être aspect meneur de jeu, vision de jeu, également la finition, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables d'apporter à l'attaque, voire de finir les actions et de marquer des buts, et leur utilité par rapport à leur saison et leur époque, c'est-à-dire si on les a vus qu'une fois, par exemple, et ben ils perdent des points. Donc oui, ça fait beaucoup de critères à prendre en compte, je sais, mais avec tout ça, je pense qu'on peut réussir à dégager le classement le plus objectif possible. Alors du coup, qui est le meilleur milieu de terrain d'Inazuma Eleven? Allons voir ça. Byron, le divin. Joueur emblématique d'Inazuma Eleven et très apprécié de la communauté. Il aura joué pour le collège Zeus en tant que capitaine, quelques matchs avec les Raymond saison 2, et également les Dragons de Feu dans la saison 3. Au niveau de ses super techniques, il possède l'instant céleste, le savoir suprême 2, le tir solaire, le tir chaotique avec Torche et Gazelle, et le tir de la jeunesse qu'il fera avec Tescat dans un épisode hors série. Celui-là on le compte pas vraiment on va dire, vu que c'est pas canon. Maintenant du coup, quel est son style de jeu? Et ben au niveau de son style de jeu, Byron c'est plutôt un milieu de terrain de finition. C'est-à-dire qu'il sera capable de marquer des buts et d'être décisif en attaque et même de jouer au poste d'attaquant si besoin. Également, il a la particularité d'avoir un style de jeu élégant et propre, il a toujours fait des bonnes passes et t'as l'impression qu'avec lui tout est facile quand il joue. Je veux bien reconnaître que le dribble c'est pas sa spécialité. En effet, pour effacer un joueur, il a souvent recours à son instant céleste et non pas à ses talents de dribbleur. Même si je veux bien reconnaître que son instant céleste est très cheaté et d'ailleurs je trouve qu'il dépend un peu trop de cette technique pour dribbler. À chaque fois que quelqu'un a réussi à construire cette technique, il était très en difficulté pour passer. Byron semblait également être un stratège plutôt correct, en tout cas il est pas con, car rappelez-vous, c'était le premier à remarquer dans la saison 2 que quand Marc sortait des cages pour effectuer l'éclair pulvérisant, il s'écartait trop des buts et du coup l'équipe s'exposait à des contres. Et c'est juste après ça que Lina repositionnera Marc au poste de libéraux. Et même dans Go, ça semble se confirmer que Byron n'est pas si mauvais en stratégie. En tant que coach des Kirkwood, il a réussi à mettre au point la tactique du triangle parfait. Et une dernière qualité que je voulais lui notifier, c'est qu'il a également une bonne détente, surtout parce qu'il a réussi à passer au-dessus de la montagne de Jack dans la saison 3. Maintenant, au niveau des moins, ce qui va vraiment lui faire défaut, et c'est pourquoi il est à la 10e place, c'est que d'abord, il a pas de technique défensive. Alors oui, je sais, ça fait partie de son style de jeu, c'est un milieu de terrain offensif, mais vous verrez plus tard par la suite dans le classement qu'il y a vraiment pas mal de milieux qui en ont. Et également pour un milieu de terrain où sa spécialité est la finition, il n'arrive pas à passer un point de la justice G5 de Mark Evans avec sa meilleure technique solo. Et il n'arrive pas à passer le point de la colère avec son tir chaotique qui est sa meilleure technique combinée. Donc pour un milieu de terrain dont la spécialité est de marquer des buts, c'est quand même vachement dommage et c'est son plus gros défaut. On va pas se mentir, dans les premières saisons, Byron était un des plus grands à son poste. Mais dans la saison 3, beaucoup ont progressé et on a pu découvrir de nouveaux joueurs puissants. Il n'a pas pu progresser et a stagné en termes de niveau. Nakata, la légende. Il est le véritable capitaine d'Orphée, l'équipe représentant l'Italie au tournoi FFI. Cependant, il a quitté l'équipe un certain temps car il avait remarqué que l'équipe comptait trop sur lui. Dans l'animé, il nous est dit qu'il est une véritable star du football mondial et une légende du football japonais. Mais est-il vraiment si légendaire que ça? Au niveau de ses super techniques, il possède d'abord le tir vaillant. Je dis il possède d'abord alors que c'est tout ce qu'il possède en fait. Il a que cette technique là. Alors ok, c'est puissant, c'est un très gros tir, mais quand même, pour un milieu de terrain, c'est quand même dommage. Quel est son style de jeu? Et ben c'est un milieu de terrain spécialisé dans la finition comme Byron Love. Il peut aller marquer des buts et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à passer la main dimensionnelle de Marc avec son tir vaillant de loin. Par contre juste après son tir s'est fait arrêter par la nouvelle main dimensionnelle qui en plus n'est pas la technique la plus puissante de Marc et même pas la version la plus puissante de la main dimensionnelle. Donc déjà on voit qu'il a une plus grosse puissance de frappe que Byron et malgré ça Nakata nous a montré qu'il avait beaucoup de compétences pendant son seul match de la série. Il dispose déjà d'une bonne vision de jeu, d'une bonne technique et d'un jeu ultra collectif avec de très bonnes passes. En plus d'avoir renforcé la contre-attaque Catenaccio, il analyse bien le jeu de son équipe et il est capable de trouver les points faibles de son équipe très rapidement. D'ailleurs, c'est lui qui avait envoyé la cassette à Paolo pour lui permettre de maîtriser la contre-attaque Catenaccio. On peut aussi se douter que c'est un joueur plutôt endurant étant donné qu'il a fait le tour du monde, qu'il est allé dans des déserts, etc. Donc je pense qu'il a dû développer une petite condition physique. Maintenant, au niveau de ses défauts, bon, il a quand même lâché son équipe pendant tout le tournoi et il les a pas aidés contre les Little Gigantes. Je veux bien qu'elle dépende de toi, mais bon, là t'arrives quand même en demi-finale d'une Coupe du Monde. Et surtout, maintenant, ses deux plus gros défauts, c'est qu'il a pas assez de technique. Il a juste son tir vaillant. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas assez pour être plus haut dans le classement. Et on l'a surtout pas assez vu. C'est un joueur, comme j'ai dit, totalement absent, on l'a vu qu'une fois, et prouvé sur la durée est un critère très important pour être plus haut dans le classement. Ichiochi, l'étoile bleue.
Ichiyoshi Hikaru a une double personnalité depuis la mort de son frère Mitsuru. En tant qu'Hikaru, il est plutôt calme et sérieux, et en tant que Mitsuru, instable et vicieux. C'est à l'épisode 13 de Orion qui réglera son problème de personnalité et qu'il fusionnera avec son frère, un peu comme Sean Frost. On apprendra qu'il a joué dans un club russe, et également Inazuma Japon de Orion, qui possède d'abord une technique de dribble, le Blue Stardust, qu'il utilise contre la Russie au dernier match de poule, et également le Last Resort Sinma avec Nosaka, Aizaki et Asuto, le Planet Break, une technique de tir solo, et aussi la tactique The General qu'il a mis au point avec Nosaka. Ichiyoshi va avoir un style de jeu différent des deux joueurs qu'on a vu précédemment, qui étaient spécialisés dans la finition. Lui, ça ne va pas du tout être son cas, sa spécialité, ça va être les stratégies et surtout l'analyse du jeu adverse. Généralement, ce qui se passe, c'est que Ichiyoshi analyse les points faibles de l'équipe adverse et les transmet à Nosaka, qui lui donnera les directives pour appliquer une stratégie parfaite. Il a également pas mal de techniques puissantes qu'il débloque en plus contre des grosses équipes. Le Last Resort Sigma en trio, c'était contre l'Italie. Sa technique solo, c'était en finale de Orion, qui a provoqué un but suite à un big enchaînement de techniques avec à peu près tous les joueurs de l'équipe. Ichiyoshi a vraiment été décisif dans les gros matchs de ces saisons et dans les moments importants. C'est un palmarès que Byron rêverait d'avoir. De plus, il est vraiment pas trop mal en dribble. Je me rappelle de ce geste qui va sortir contre l'Arabie Saoudite. C'était vraiment un geste de fou. Encore une fois, c'est pas un Byron qui aurait pu sortir un dribble comme ça. Au niveau de ses défauts, maintenant, il dépend beaucoup trop de Nosaka, je trouve. Toujours obligé de passer par lui pour coordonner l'équipe et donner les instructions de ses analyses aux autres. Il se mettra jamais en avant par rapport à Nosaka et il est pas vraiment capable de diriger une équipe tout seul. Je pense que ça doit être dû à un petit manque de confiance en lui. Eric, le magicien. Il est milieu pour les Raymond dans les saisons 1 et 2 et deviendra le principal joueur des Licornes dans la saison 3. Au niveau de ses techniques, il possède le tir hélicoptère, le tripégase dont il est l'inventeur, le phénix avec Bobby et Mark, la nouvelle danse ardente, le tir spirale, le tir pégase et le grand Fenrir, une technique en trio avec Kruger et Dylan. C'est un joueur de classe mondiale, au FFI tout le monde le connaît. On le surnomme le magicien du terrain. Ce style de jeu là convient aux véritables génies du football, où leur spécialité sera variée entre les dribbles, passes, frappes, de la même manière que Lionel Messi, il est capable de dribbler une équipe entière à lui tout seul. Au début du match USA vs Japon, il est capable de dribbler tous les défenseurs de l'équipe japonaise. Même des Nathan, Archer, Hurley, Jack et même le grand Sean Frost n'ont rien pu faire. Ils y passeront tous les uns après les autres, pour au final finir l'action et passer la main dimensionnelle de Mark avec son tir Pégase. Dites-vous que Eric n'a même pas de technique de dribble tellement il en a pas besoin. Il est tout simplement beaucoup trop fort en dribble de base. Dans ce match d'ailleurs, il était partout, que ce soit en attaque, à la récupération et même à l'organisation au cœur du jeu. J'ai pas peur de le dire, ce match-là est l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire d'Inazuma Eleven. Dites-vous, Eric a tellement marqué son époque que dans Go 10 ans plus tard, Axel se rappelle encore des performances d'Eric lors du mondial et le compare même à Sol des Stars. Maintenant, au niveau des défauts, eh ben déjà, il dispose d'un manque d'endurance qui est forcément dû à son accident quand il était petit. Il a encore des séquelles et il peut lui arriver de rechuter en plein match. Et enfin, maintenant, son plus gros défaut, et c'est pourquoi il est pas plus haut, c'est son manque de régularité. Arrivé avant les demi-finales du match contre Kirkwood, on n'a pas pu trop voir les performances d'Eric en saison 1. Pour beaucoup, c'est surtout à cause de sa saison 2 que Eric est une fraude, qu'il l'accuse d'avoir fait une saison 2 très moyenne. Sa saison 2 décevante s'explique sûrement à cause du scénario qui la nerve, pour mettre en valeur de nouveaux persos et l'académie Alius. En réalité, sa saison 2 n'est pas si mauvaise. Il apprend la danse ardente et il réussit quelques coups, comme par exemple contrer la tactique de la tempête des Gémeaux. Mais je reconnais quand même que si on met l'excuse du scénario de côté, vu l'écart du niveau d'Eric entre la saison 2 et la saison 3, on peut penser qu'Eric choisit ses matchs et qu'il ne se donne pas toujours à fond, peut-être par peur de rechuter à cause de son accident. En tout cas, une chose est sûre, son manque de régularité lui coûtera des places dans le classement. Caleb, le rebelle. L'ancien capitaine de la Nouvelle Royal Academy est un joueur très fourbe. Excellent stratège, il est capable de déjouer le jeu d'une équipe adverse très rapidement. C'est une compétence qui sera révélée dans la saison 3 avec les Inazuma Japon, où il sera le joueur Joker et formera un excellent duo avec Jude. Au niveau de ses super techniques, il possède d'abord le champ d'énergie avec Jude, le manchot empereur numéro 3 a une technique combinée et une technique de tir solo dans Orion. Et il est également l'inventeur de la tactique des typhons jumeaux avec Jude, lors du match contre l'Angleterre. Au niveau de son style de jeu, c'est comme Ichiyoshi, spécialisé dans les faiblesses de l'adversaire. En effet, Caleb est capable de contrer n'importe quelle tactique. On se rappellera de lors du match des États-Unis où il a réussi à contrer le roulement de tonnerre. C'est également le seul joueur à faire un piège du hors-jeu dans tout Inazuma Eleven. Et ça, Travis l'a bien compris. Caleb, c'est son joueur Joker. Il fera souvent appel à lui en le faisant rentrer en cours de match afin de lui permettre d'analyser le jeu et de lui donner des instructions. Un véritable game changer qui, une fois rentré, contrôlera le jeu de l'équipe adverse. Mais attention, Caleb, c'est pas seulement la stratégie. C'est aussi un excellent jeu physique et qui va au contact. Il est fourbe, il est capable de déstabiliser ses adversaires avec
avec de simples paroles, ou alors des petits coups bien placés. Il est également capable de faire des passes précises avec le dosage et le tempo parfait. Dites-vous, c'est tellement un génie qu'il est capable de tirer dans la tête de ses coéquipiers pour se faire des passes à lui-même. Comme Ichiochi avec Nosaka, il forme un excellent duo avec Jude. Mais sauf que lui, il ne dépend pas trop de Jude. Il est capable d'être meneur de jeu et de diriger une équipe s'il le faut, ce que Ichiochi ne fait pas avec Nosaka. Et il arrive facilement à détruire les défenses adverses avec son champ d'énergie, qui fait des dégâts de zone, donc c'est très puissant. Maintenant, le truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est ne pas avoir assez de technique. Déjà, il a zéro technique solo, à part dans Orion sa technique. Aussi, je trouve que Caleb est un peu froid et pas aimable, c'est pas le meilleur des coéquipiers, à part quand on apprend à le connaître. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il a pas de force de frappe. Je sais pas à quoi il pense quand il tire, mais s'il te plaît Caleb, arrête de tirer, t'es pas un buteur. Sol, le génie. Sol est un attaquant et le capitaine du collège universel. Plus tard dans Chronostone, il deviendra le milieu de terrain de Raymond et de l'équipe ultime de David Evans, Chronostorm. Sol est un véritable génie du foot comme on en voit tous les 10 ans. C'est même Axel qui le dira en le comparant à Eric. Au niveau des super techniques, il possède déjà son esprit guerrier Apollon, le dieu du soleil, qu'il peut réaliser en armure. Avec lui, il peut utiliser la technique coup de soleil. Il possède le Miximax avec Zhugliang qui lui permet de débloquer la super tactique de la formation Carapace. Et également l'enfant du tonnerre dans le film de Chronostone, la tempête solaire et le tacle fulgurant. Sol est un véritable génie du foot et il l'a prouvé lors du match universel vs Raymond où il a réalisé une des plus grandes perfs de l'histoire d'Inazuma avec celle d'Eric de la saison 3. Il a réussi à dribbler tous les joueurs du collège Raymond et à tenir tête à Arion, Victor et Ricardo en même temps. Vous l'avez compris, son style de jeu c'est le magicien comme Eric. Mais pour moi, Sol a quelque chose en plus que Eric n'a pas. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis plus haut. Sol a l'avantage d'être un excellent stratège. En effet, Zhugliang, qui est réputé pour ses stratégies, l'a reconnu Dindel, c'est elle-même qui voulait faire un Miximax avec lui. Et c'est contre l'équipe Zanark Domination que Sol réussira à mettre la super tactique de la formation Carapace au point. Une tactique qui consiste à encercler le joueur adverse en courant autour de lui, et une fois que l'adversaire a repéré ce qui semble être une brèche dans la formation, il tire dans le ballon pensant pouvoir s'échapper. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un piège, et l'utilisateur principal intercepte le ballon, ou alors le ballon tape un des poteaux du but. Malheureusement pour Sol, je trouve qu'il dépend trop de son esprit guerrier. Alors certes, c'est un des meilleurs de Go, on est d'accord là-dessus, mais il a pas de technique, à part dans les films. Et le film de Chronostone, malheureusement, il est pas canon. Donc si on parle canoniquement dans l'animé, Sol, eh ben il a pas de technique individuelle. Il possède juste la formation Carapace et son esprit guerrier avec son armure. Et également, il dispose d'un manque d'endurance à cause de sa maladie. Et comme Eric, il manque de régularité. Il a jamais réussi à nous refaire un autre match de la même qualité qu'il avait fait contre les Raymond avec Universel. On peut vraiment lui reprocher sa saison Chronostone où il a été un peu transparent. On pouvait en attendre plus de lui. Ricardo, le chef d'orchestre. Ce jeune prodige au sens tactique développé a joué pour Raymond, l'équipe ultime Chronostorm et le 11 terrestre dans Galaxy. Au niveau de ses super techniques, il possède le tir fortissimo, le passage presto, le tir d'unité avec Victor, la frappe delta en tir combiné, l'hymne d'Athéna, la clé de sol, son esprit guerrier Mastro Virtuoso qu'il peut réaliser en armure, son Miximax avec Nobunaga qui va lui permettre d'utiliser la propulsion éphémère, son totem du pan et sa propre tactique du tacticien céleste qu'il fera évoluer en tacticien céleste volcanique. Ricardo est un meneur de jeu, un playmaker. Il est capable de diriger une équipe tout seul. En effet, c'est pas pour rien que Ricardo est surnommé le tacticien céleste. L'ancien capitaine de Raymond est un grand stratège, un véritable chef d'orchestre. Dans Chronostone, il a quand même réussi à faire jouer ensemble Alpha, Beta et Gamma alors qu'ils se détestaient. Pour moi, Ricardo a l'une des meilleures visions de jeu de tout Inazuma, car il peut analyser tous les déplacements de son équipe en même temps. D'ailleurs, c'est obligatoire pour lui, sinon il ne pourrait pas utiliser sa tactique du tacticien céleste, où il indique à ses coéquipiers où se positionner, quand faire une passe, et même la trajectoire du ballon à adopter. On se rend pas compte de la vision qu'il faut pour diriger une équipe entière, tout en restant focus sur les mouvements des adversaires et sur son propre jeu. On a vu aussi qu'il avait été capable de dépanner au poste de défenseur dans Galaxy et qu'il dispose d'une polyvalence grâce à ses techniques défensives, de dribble et de tir. Au niveau de ses défauts maintenant, on peut quand même remarquer chez Ricardo un manque de maturité. Il gère assez mal ses émotions et peut s'énerver assez facilement. Par exemple contre Arion au début de Go ou contre Terry au début de Galaxy. D'ailleurs, c'est tout le contraire du joueur à la 3ème place qui lui aussi a marqué son époque mais qui dispose d'un bien meilleur sang-froid. Jude, le stratège. Joueur talentueux et fin stratège, Jude a une vision claire du jeu adverse. Il sera tout d'abord le capitaine de la Royal Academy avant de rejoindre l'équipe Raymond dans la saison 1. Sélectionné avec l'Inazuma Japon de Travis dans la saison 3, il sera un acteur majeur du sacre du Japon. Au niveau de ses techniques, il possède le manche empereur numéro 2, le tir puissance 2, l'éclair pulvérisant V2, la tornade puissance 2 avec Axel Blaze, le ballon illusoire, le triangle de la mort, le triangle de la mort 2, le champ d'énergie, le manche empereur numéro 3 G3 avec Caleb et David Samford, la légende suprême avec Axel Blaze grâce au phénomène
phénomènes de résonance, et il est l'inventeur de nombreux super tactiques, comme la danse éclair, la route du ciel ou les typhons jumeaux. Le style de jeu de Jude maintenant est le même style de jeu que Ricardo. Jude est un meneur de jeu et un stratège d'exception. Par exemple, le match contre l'Australie, où Jude comprend comment contrer le bloc défensif et met au point la danse éclair, ou alors le match contre les dragons de feu, où il arrive à contrer la zone de pressing parfait avec la route du ciel, qu'il mettra au point en se rappelant de l'entraînement de Travis dans la boue. Et oui, Jude est le bras droit et le meneur de jeu de Travis. D'ailleurs, contre l'Argentine, quand Jude et Caleb étaient absents, l'équipe était totalement désorganisée. Les joueurs étaient perdus sur le terrain. C'est pour vous dire l'impact de Jude sur l'équipe. Attention, Jude n'est pas seulement un simple meneur de jeu. Il est très technique, il a le même style de jeu que Paolo, je rappelle, et c'est le joueur ultime, la pièce maîtresse de Red Ark. Il l'a entraîné depuis tout petit, il lui a tout appris. C'est littéralement sa plus belle création. Même ses coéquipiers à la Royale étaient jaloux de lui, tellement il était en lumière, tellement il était plus fort. Bon, il a quand même quelques défauts, sinon il serait premier. Déjà, il a pas de technique défensive. Et j'ai trouvé un autre défaut aussi, c'est qu'il serait plus fort sans ses lunettes. Red Ark lui les avait données au début lorsqu'il avait rejoint la Royale, afin de l'entraîner à analyser la profondeur de jeu et les trajectoires du ballon. Mais en contrepartie, ses lunettes réduisent considérablement son champ de vision afin de se focaliser sur une seule zone. Dans la saison 3, Jude avouera n'en avoir plus besoin, mais il préfère les garder car ça fait partie de son style. Donc Jude pourrait être encore plus fort que ce qu'il est déjà, mais il est trop attaché sentimentalement à ses lunettes. Nosaka, l'empereur des tactiques. D'abord attaquant et le capitaine d'Utei dans Ares, c'est dans Orion avec les Inazuma Japon qui sera repositionné au milieu de terrain. Au niveau de ses techniques, il dispose déjà du lancier royal, de la danse de l'air, une technique de dribble, du Gekomaru Tsubame Aeshi, qui est une technique de tir un peu dure à prononcer d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas de trad FR sur cette technique malheureusement, ou heureusement, en voyant la trad de Ares. C'est le football frontier. T'es complètement crazy, voilà. Et comme dernière technique, il a le Last Resort Sigma à plusieurs. Le style de jeu de l'empereur des tactiques est forcément meneur de jeu. Il est surnommé l'empereur des tactiques et c'est pas pour rien. Il a inventé les tactiques les plus puissantes d'Inazuma. Tout d'abord le Grid Omega, une tactique en 3 phases lui permettant de blesser gravement tous les joueurs de l'équipe adverse. Cette tactique est très puissante car elle permet à la fois de passer tous les joueurs de l'équipe adverse pour marquer, mais aussi de blesser tous les joueurs adverses. En plus de ça, Nosaka l'a amélioré en 2.0 lors de son retour contre l'Ouzbékistan dans Orion. En autre stratégie, il a également l'Ujano Tacto, une tactique très similaire au tacticien céleste de Ricardo. Nosaka en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va envoyer des lignes rouges qui vont diriger ses coéquipiers. Pour réussir cette tactique, Nosaka doit avoir une vision de jeu d'exception, aussi bonne que celle de Ricardo. Et pour moi, il l'a même surpassé. Donc en gros la tactique The General c'est l'évolution de la Ujano Tacto mais en beaucoup plus puissante. Cette fois-ci il donne des instructions à tous les joueurs de l'équipe en simultanément. C'est comme s'il avait une manette et qu'il contrôlait les 11 joueurs de l'équipe en même temps. Contrairement à Ricardo qui lui dirigeait l'équipe avec des instructions joueur par joueur. Chaque mouvement, chaque geste, chaque position des joueurs de son équipe est dirigé d'une main de maître par Nosaka et Ishiyoshi. Niveau tactique, Nosaka elle est plus puissante. Il peut neutraliser une équipe adverse et diriger l'équipe à sa guise. De plus, il est toujours ultra calme avec un grand sang-froid. Je l'ai jamais vu paniquer. Ses tactiques sont encore plus redoutables que celles de Jude et Ricardo pour moi. Et franchement, un capitaine comme ça fait vraiment du bien. Il comprend très vite le jeu des équipes adverses sans même passer par les instructions du coach. Là où Jude avait parfois besoin dans la saison 3 d'un petit A10 de Travis avant de comprendre. On pourrait rajouter ça aussi que Nosaka est très à l'aise lors du jeu aérien. Il est vraiment très agile, on l'a vu lors du match contre l'Ouzbékistan encore, je reviens sur ce match mais c'était vraiment incroyable. Ah non, au niveau des défauts, faut bien en trouver, comme pour Jude j'ai un peu galéré. Bah déjà c'est qu'il est fragile, avec sa maladie, et il n'a pas de technique défensive pour récupérer la balle. Même si c'est pas forcément ce qu'on lui demande, ça serait un plus. Nosaka est sûrement le meilleur tacticien avec Jude, mais au-dessus de ces deux monstres, il y a le joueur ultime, celui qui a tout dominé à son époque, le joueur le plus complet et le plus fort de la licence, Arion, le polyvalent. Arion est le protagoniste de la série Inazuma Eleven Go. Il joue en tant que milieu de terrain pour Raymond, l'équipe Chronostorm, et Inazuma National qui deviendra ensuite le 11 terrestre. Arion est un joueur très controversé en termes de popularité. Mais si on parle de puissance, alors là, il n'y a vraiment pas débat. Même si ça va être dur à accepter pour certains, Arion est vraiment le plus fort. Même si on enlève les mécaniques de son époque, comme les totems, les armures et les esprits guerriers. Je vais vous prouver une bonne fois pour toutes pourquoi il est à la fois le meilleur milieu et le meilleur joueur de la licence. Au niveau de ses super techniques, il a d'abord le dribble Zephyr, le tir en rafale 2, le sprint tourbillon, la fulgurante double tornade de feu avec Victor, la fulgurante triple tornade de feu qu'on aura vu dans le film, la frappe delta avec Ricardo et Victor, le tir Pégase avec son esprit guerrier Archie Pégase, le cheval des dieux, qui a d'ailleurs en version shiny dans le film et qui peut le faire en armure, le sabre de feu avec l'esprit guerrier fusion Griffon, l'attaque ventriculaire 2, le tacle fantôme, la percée d'Éole, la double main céleste, le vent déchaîné également dans le film, un Miximax avec T4, un Miximax avec le roi d'Arthur qui lui permet de débloquer l'épée du roi et l'attaque équipée
équipe ultime, le dribble en Z, l'ouragan cyclonique, la technique la plus forte de son époque en solo, la terre infinie, soit littéralement la technique à plusieurs la plus forte de son époque, le totem cheval qu'il fera évoluer en Pégase lors de la finale de Galaxy. D'ailleurs, petite précision, c'est le seul joueur à être capable de faire évoluer son totem. C'est vraiment un joueur polyvalent qui possède tellement de techniques, de dribble, de tir et de défense, et il a littéralement quasiment toutes les techniques les plus fortes de son époque. Au niveau de son style de jeu maintenant, eh ben, il sait tout faire. C'est simple, il sait tout faire. Arion, c'est vraiment le joueur parfait, ultra complet et polyvalent. Il est bon dans tous les domaines et c'est très rare. Pour moi, sa spécialité restera quand même le dribble. C'est la seule chose qu'il maîtrisait avant de rejoindre les Raymond au tout début de Go. D'ailleurs, je le précise, mais Arion n'a jamais fait de match frauduleux. Toujours été bon au minimum, voire exceptionnel sur certains matchs. Comme pour ne citer que la finale de Chronostone par exemple, celle de Go et celle de Galaxy. En finale de Galaxy, il fera l'un des plus grands matchs de l'histoire d'Inazuma. En inscrivant un triplé avec de nouvelles super techniques surpuissantes, il fera évoluer son totem, sort des dribbles de fou, récupère énormément de ballons, dirige et motive son équipe, devient un véritable pilier et un vrai capitaine. Alors oui, c'est vrai que même s'il est capitaine, c'est pas celui qui va être meneur de jeu, comme un Jude, un Osaka ou un Ricardo. C'est plus un capitaine moteur, dans le style de Mark Evans, qui va motiver et booster le mental de son équipe. Alors pour être transparent avec vous, c'est très dur de trouver un défaut à Arion. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est peut-être qu'il est un peu simplet, un peu naïf. Il peut lui arriver de faire confiance un peu trop facilement aux gens, par exemple avec Faye dans Chronostone, ou alors quand il ne s'était même pas rendu compte que Victor, censé être son meilleur ami, s'était fait kidnapper dans Galaxy. Ce qui peut être un défaut car dans Galaxy, le départ de Victor avait affaibli l'équipe. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de la vidéo maintenant et la fin de cette série, ça va faire quelque chose d'avoir fini en tout cas. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Il y a énormément de milieux de terrain sympas que j'ai pas pu mettre, par exemple Ryoma, un Mer, un Giris ou encore un Cronus dans Go, un Laurel ou même un Jordan. Donc c'était vraiment très compliqué de faire un classement. Comme je vous ai dit, les critères au début de la vidéo, je me suis basé sur cela. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et sur ce, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.